Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette session sur questionner 3 siècles de croissance. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et je suis ravi d'animer cette session, non pas la plus importante des GECO, des journées de l'économie, je me garderai bien de ce genre de prétention, mais tout simplement sur le sujet le plus important de l'économie. Car en effet, les 3 siècles de croissance, c'est l'événement le plus important de l'économie depuis l'histoire de l'humanité, du moins sur le plan économique. Donc cet événement, c'est le titre même de cette session, 3 siècles de croissance. Il n'y a jamais eu un mouvement de cette ampleur auparavant, il n'y en aura sans doute jamais après. Nous avons cueilli les fruits les plus bas, disait l'économiste Robert Gordon. Mais ces 3 siècles de croissance ont changé la vie quotidienne des femmes et des hommes davantage que tout autre changement. Un paysan en 1700 avait une vie beaucoup plus proche de celle du paysan 1000 ans plus tôt que de celle du paysan d'aujourd'hui. Les changements sont tels qu'ils menacent les équilibres climatiques qui ont permis l'émergence puis l'épanouissement de l'espèce humaine. 3 siècles, c'est la plus grande énigme de l'histoire économique. Pourquoi ces 3 siècles de croissance? Pourquoi ça s'est passé d'abord en Europe et pas en Chine? Pas en Chine, qui était de loin la première puissance mondiale il y a 3 siècles et qui maîtrisait beaucoup de technologies que nous ignorions encore en Europe, la boussole, la poudre, l'imprimerie, etc. C'est un débat passionnant. Les réponses sont multiples. Est-ce que c'était l'accès au charbon? Est-ce que c'était la montée des salaires en Angleterre? Est-ce que c'est la concurrence entre pays, voire la guerre entre pays qui a permis à l'Europe de se développer plus tôt? La qualité des institutions politiques, le rôle de la religion, l'exploitation du travail, les colonies, l'urbanisation, l'esclavage, l'essor de la finance, toutes ces explications ont été avancées, débattues, et le débat est encore vivant, comme vous allez le constater dans les minutes qui viennent. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous l'un des acteurs majeurs de ce débat, qui vient de publier un livre sur la question, qu'on avait publié déjà il y a 7 ans, qui avait marqué les esprits. Mais je ne voudrais pas que ce débat se limite sur ce qu'on appelle la grande divergence entre la Chine et l'Europe, l'Angleterre. Pourquoi la croissance a-t-elle décollé vraiment partout en Europe, non pas au XVIIIe siècle, mais plutôt dans la seconde moitié, à la fin du XIXe siècle? Pourquoi la France a-t-elle connu ses 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi la Chine a-t-elle connu les siennes, ces 40 glorieuses à partir des années 1980? Quid de l'Inde, de l'Afrique, quid du XXIe siècle? Les quatre intervenants que nous avons ici vont nous apporter leurs éclairages sur ces questions essentielles et vous pourrez évidemment poser vos questions par SMS que je répercuterai via la tablette. Je vais commencer tout de suite avec Joël Mokyr. Joël est historien économique, il travaille à la Northwestern University depuis près de 40 ans. Il a beaucoup travaillé sur la révolution industrielle, sur l'émergence de la croyance en l'utilité du progrès, sur le marché des idées, sur le rôle central de la transmission des connaissances techniques notamment dans cet essor de la croissance. Et le dernier livre où il avait vraiment déployé ses idées, c'était le livre de 2016 qui est titré Une culture de la croissance et qui est paru chez Gallimard en France. Joël Mokyr, floor is yours. I think you have some pictures to show to us. Okay, can somebody put up my slides? That would help you out. Yeah, there we go. I need something to change this. Will this change the slides? Yeah. All right, thank you very much. So the presentation I'm going to give is based on joint work with my 2 Irish colleagues, Morgan Kelly and Cormac O'Grada, both of them at University College of Dublin, and it's part of a larger book that we've written. So I'm here going to condense a book that's halfway done. It already has 100,000 words, so I get 10 minutes to present it. That's fun. So here we go. So I think it's probably widely agreed that the economic growth of the last 3 centuries started with the British Industrial Revolution. I mean, this has been debated now for over a century or a century and a half, and I don't think anybody has seriously dented that proposition. But what was the Industrial Revolution exactly? So the most famous and the one that the definition I'm going to stick with is basically
based on technology. So there's a famous statement about Thomas Ashton, a historian who referred to Industrial Revolution as a wave of inventions. And others have sort of agreed with that. But you could look at it in other ways, and people have done. So some of this is demographic. So the end of the sort of what's known as the Malthusian regime in Britain. That's kind of a macro view, which is not quite the same, but obviously overlaps, which looks at it as just in terms of changes in GDP and consumption. There is an industrial organization view of the Industrial Revolution that looks at the rise of the factory system. So you move from a world that's largely based on household production to a world in which is increasingly production is taking place in large establishments, subject to factory discipline. There is a view that looks at trade, based on Karl Polanyi, that looks at the rise of markets. And on, I could make this list longer, but you sort of get the idea. So I'm going to basically look at technological change, and there is a wide agreement, I think, that somewhere in the middle of the 18th century, 1750 is a bit arbitrary, but somewhere in the middle of the 18th century, the rate of invention in Britain went up. And you can sort of see this, for instance, if you look at the data for patents, okay? So imagine, a blackboard, okay? So it looks like that, essentially has this sort of hockey stick shape starting in about 1750 or 1760. But why? Why does this happen in Britain, and why does it happen more or less at that time? So, libraries have been written about that, and I'm as guilty as anybody. And here are at least 6 or 7 possible explanations, and I'm going to try to come up today with a new one that isn't on this list. So wish me luck. So one of them looks at science and basically says, look, the Industrial Revolution happened after the great scientific revolution that we associate with, greats like Descartes and Newton and Galileo and so on and so forth. There is an argument that basically looks at better incentives and an institutional environment. That was mostly pushed by my late colleague and friend Douglas North, Nobel Prize winner in 1993, basically says that in 1688 there was a glorious revolution and all the institutions in Britain changed. Britain was a more integrated economy. This is not so widely stressed, but it is. It has very good internal transport, largely because it's an island, and since you can coastal shipping, you can ship things cheaply from any place to any place. And what's more, there are no internal tariffs in France, in Germany, in Italy. Of course, there's no countries, but France and Spain, which are countries, still have internal tariffs. In Britain, they never did. People talk about demand, so there was more demand for goods, based on money that people made from colonies and the slave trade and rich consumers. There is a very popular theory propounded by my friend Robert Allen, looking at labor-saving inventions driven by high wages. Of course, there is the British patent system. Britain has a patent system since 1624, and that presumably incentivized invention. And finally, there's a whole theory associated with economists, particularly Oded Gallo, that looks at things like population growth starting to drive technical change. So I'm going to try to convince you of something new, which is hard to do in this field, but I think we've made a decent shot at it. And that is that invention is never enough. What you need are complementary factors that without which invention just wouldn't have done very much good. And the term we use for it is competence, but competence is basically a nice word for skills and high quality artisanal capability. And so what competence is defined here is high quality workmanship, tools, and materials needed to implement an innovation. That is to say, if you invent something, basically what you do is you carry out a recipe, right? You write, this is how you make steel or a steam engine or, cotton bleaching or whatever. But what you need, of course, are workers who can carry out the recipe, who can execute a blueprint and take it to the production line, not once, not twice, but hundreds and hundreds and hundreds of times, and scale it up.
into a factory. And then once the factory is there, you have to install and adapt and operate and maintain and repair the machinery under a variety of circumstances, which is very difficult in these times because it's, of course, an age before interchangeable parts. So if a machine breaks down, it's hard to repair it. You need to have somebody who knows what he's doing. And so in addition, of course, to people just maintaining the stuff, they are sort of what we call tweaking. I don't know what the French word is for tweaking. I'm not sure there is one. It's a very American kind of word. But it's basically making many, very small changes, adapting the equipment to the kind of stuff that you need to do. And our argument is basically this. Britain had better and more of these skilled workers than any other place in the world, including all of Europe. And so this is essentially an approach that resembles, say, some of you may have known this book. There's a book by William Maloney called The Innovation Paradox. Maloney works for the World Bank, and he's written this book about why doesn't invention spread all over the world. And the answer is basically complementarity. So in order to implement a new invention, you need other things. So in his story, it's mostly managerial. In the case of Britain, it's mostly artisanal. But this notion that you need these complements to work with the invention, that I think is what we share. And so what you need is, to repeat, is workmanship and material. And so this, I think, helps the growth and the quality of this sort of high-quality workmanship helps explaining not only why it happened at that time, but also why it happened in Britain and nowhere else. And so a good way of thinking about this, ladies and gentlemen, is to ask the following question. Leonardo da Vinci invented hundreds and hundreds and hundreds of beautiful, very clever things. None of them was ever built in his lifetime. And so why is it then that Leonardo's invention never became a reality, but James Watt's did? So I wrote a poem about this in English, which will be very difficult to translate, but it's a terrible poem, so it's no big loss if you can actually miss it, but if your English is good enough, here is the poem, okay? And here's the poem is this. The difference between Leonardo and Watt was that Watt had Wilkinson and Leonardo did not. That's the end of my career as a poet. Now here, I know it's terrible, I agree, but I admitted that. But who, you may well ask, was Wilkinson? Well, there he is. He's John Wilkinson. He was Britain's great, known as Iron Mad Wilkinson. He was an iron master. This is a painting by Gainsborough, so he looks in his best clothes there, but of course he wasn't wearing them when he was working. He was an incredibly able guy who essentially designed a boring machine that helped Watt create the cylinders he needed for his steam engine to work proper. People like Wilkinson, there were hundreds of them, and we have documented, as I have a paper with Ralph Meisenzahl that documents about 700 of them, and you could add to it more. But basically, this is the kind of person who made the British Industrial Revolution work. And so, what kind of evidence do we have to support this? And basically, the evidence consists of 4 different types of evidence, also they always do, they overlap. The first is, and I'll come back to that in a minute, is there is a whole bunch of contemporary observers who make this point. They basically say, look, the British artisans are better than anybody else's. You also see that when people on the continent make inventions, they often come to England to have them built. I can give you some examples if you push me on it, but trust me, it's so. Even when the invention was fully built in the continent, its first industrial development often takes place in Britain. One thinks, for instance, at the Berthollet process of bleaching, which is invented here in France. Berthollet was, one of Lavoisier's most illustrious students. Or you look at other examples. These things all show up on an industrial scale in Britain, who were making the money. So Charles Tennant is actually a Scotsman,
who became extremely rich, stealing essentially Berthollet's invention, except that Berthollet gave it away free. And finally, and this is what I think of as the sort of smoking gun here, the sort of the piece of evidence, is that when continental economies want to modernize their industries, they import British skilled workmen, artisans, and engineers to install and operate and maintain their equipment until deep into the 19th century because they just don't have those skills. So this is a book that explains it. It's written here by a Frenchman, published in English originally. This is Fabrice Ben-Simon's Artisans Abroad, which describes this in France, but let me guarantee you the same was true in Germany, in the Habsburg Empire, in the Low Countries, in Spain, in Italy, everywhere. You see these English and Scotch artisans, engineers, and mechanics who are building this stuff because these countries want to be like England, but they can't do it. They can bring in the blueprint, but they cannot convert the blueprint into machinery, and they cannot maintain the machinery when they build it. They need these British people, meaning the British had something that the Continentals did not. Now, here's one quote which I couldn't replace that actually says, this is a quote by one of my favorite French economists, Jean-Baptiste Say, writing at about the time of the Industrial Revolution, and he was France's leading student of Adam Smith. He's got sort of a bad name in economics because of Say's law, but he did a lot more than that. And he, in his Traité d'économie politique, he says that, I'm translating this from French to English, so somebody's going to have to translate this back into French, which is really probably hard. But so he says, the Britain's wealth, he says, was due to the wonderful practical skills of her adventurers. Now, the French word actually that he uses is entrepreneur, which is what it should have been in translation, but that didn't exist yet in English during that time. In the useful application of knowledge and the superiority of her workmen, okay? And that, I think, and people like that, I mean, I could multiply this example, but he's sort of, in my view, so very, very, very heavy. So, one more question, and then I'll quit. So why? Where does this advantage in skills come from? And so here is something that if you're an economic historian, you know this on the first week of classes, but not everybody, of course, takes courses in economic history. In the past, artisanal skills were acquired exclusively through a person-to-person transmission, apprenticeship. There were no schools, there were no technical, or practically none. There's a few of them start popping up in the 18th century, but there are almost no schools that teach people how to be a cabinet maker or a mason or an engineer or an architect. The only places where skills were taught were medical schools. That's a sort of a separate story. But sort of artisans were trained by masters. And, you start looking at that a little bit, and you realize there's a transaction there going on between a master and an apprentice in which knowledge is being transmitted. Now, this knowledge is what we call tacit knowledge. It's not written down. It couldn't be written down because the master really doesn't know why the things that he does work. All he can do is he says to his apprentices, look how I bake a bread, and you do the same. And after a little while, the guy gets it, and then he becomes a master himself. Sometimes, it's more difficult, like with clockmakers, but the same idea sort of applies, okay? And now this is, ladies and gentlemen, this is human capital, okay? It is human capital. It was the most important form of human capital taught until maybe the year 1800 or 1850, okay? This is how people learn to be skilled. The problem is that there's a contract. Sometimes it's written down. We have copies, of course, many contracts. Many times it's just a handshake. But it is a contract, and this is the mother of all incomplete contracts. I mean, it's a terrible contract because you can't actually write down what is being transmitted, because if you could, you didn't need to have the apprenticeship. You just read the contract, and you're a baker, but you can't do that, of course. So basically, the contract just says, the master is going to teach the apprentice. He's going to teach him well, and the apprentice is going to be very nice, and he's not going to try to seduce the daughters of the master, and he'll go to church every Sunday, and things like that. But obviously, this is a very incomplete contract, and therefore it gives rise to all kinds of opportunistic behavior. And so it's a non-repeated contract. It has a clear-cut termination date, which makes people cheat. It has agency issues. It has asymmetric information. Everything that can be bad about a contract is bad. And so
to actually get it to work, what you need is institutions that enforce it, that resolve disputes, and that incentivize both sides to refrain from opportunistic behavior and, play cooperate in basically what is a non-repeated game. And so our argument is that the institutions that emerge in Britain from maybe the Civil War in the middle of the 17th century, slowly but certainly become such that the apprenticeship contract gets to be better enforced than anywhere else. And that is largely because in the continent, the contracts are usually enforced by guilds. In Britain, from Elizabeth on, maybe a little bit later, the guilds start to decline. Somebody else is enforcing these contracts. And what is enforcing these contracts is basically two things. It is what I have called a civil economy, in which people cooperate with other people, largely because they're very worried about their reputations. And people, you don't want to be known as somebody who's not a gentleman, because if you mistreat your apprentice, you beat him or you don't teach him properly and so on, so you will get a reputation of not being a gentleman. If you're not a gentleman, not only that you will not have more apprentices, but people will not give you credit, people will not buy from you, you will not be invited to social parties, you become something of a social outcast. Knowing that, the only equilibrium, of course, is cooperate. Now, is there of the equilibrium past behavior? Of course there is, otherwise we wouldn't have any records, because the records are when somebody misbehaves. When everything goes fine, history doesn't leave you a record. That is part of the problem. And so as a result, I would say, Britain was able to create a class of highly skilled and very nimble and able, ingenious mechanics, artisans. Okay. And so there's a few more things, but I'm told that I've got to stop, so I will maybe respond to this when my co-panelists have something to say about this. Thank you. Thank you, Joël. Rôle essentiel des compétences, mais les rôles essentiels des compétences, donc de John Wilkinson. Mais ce rôle, il vient en fait, vous nous expliquer des institutions, et c'est parce que les Anglais voulaient être des gentlemen qu'ils ont fait la révolution industrielle. Je résume à très gros traits, évidemment. C'est donc une explication. Nous allons voir maintenant avec Marie O'Sullivan ce qu'elle en pense. Marie, vous êtes professeure d'histoire économique à l'Université de Genève, en Suisse, pas très loin d'ici. Vous êtes passée avant par Wharton et l'INSEAD. Vos recherches portent sur l'histoire du capitalisme au XVIIIe siècle, au XIXe. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire industrielle, financière, sur les institutions, sur les entreprises. Donc, comment est-ce que vous vous situez par rapport à l'histoire que vient de nous raconter Joël? Quelles sont vos autres explications? Et on viendra peut-être dans un second temps sur la croissance, mais après le XVIIIe et peut-être une partie du XIXe siècle. Donc, merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Peut-être je peux avoir mes diapos aussi quand quelqu'un est prêt à intervenir. Donc, peut-être la première chose à dire, c'est que je veux remercier en fait les organisateurs pour l'invitation de participer au panel, et surtout à Pierre-Cyril Auclair pour sa participation active en fait dans l'organisation de ce panel. J'ai hésité longtemps par rapport à quelle langue à utiliser, donc j'enseigne en français en Suisse, mais c'est pas la même chose que de présenter en France. Parce qu'en Suisse, de toute façon, les conseillers fédéraux, en fait, ils parlent en français moyen. Donc, quand les étudiants se plaignent, en fait, je dis, en fait, finalement, vous êtes gouverné par les gens qui ne parlent pas le français. Donc, vous pouvez pas vous plaindre de moi. En France, c'est un peu différent. Mais donc, si je vois que vous grincez les dents quand je fais des fautes, je vais changer de langue et passer à l'anglais. Merci en tout cas. Alors, les questions qui sont posées par Joël Mokyr dans cette présentation sont des questions qui sont très importantes et c'est un plaisir de participer à un panel ou de suivre quelqu'un qui a contribué de façon aussi importante à notre compréhension de ces questions. J'ai travaillé moi-même sur ces questions d'un point de vue un peu différent. Voilà. Et là, vous avez quelques récents articles que je vais utiliser comme base pour mon intervention ce soir.
Néanmoins, je ne veux pas commencer par mon propre travail, mais par des conclusions qu'on peut tirer de la présentation de Joël Mokyr, celle qu'il a exprimée avec tant de clarté dans sa dernière diapositive. Donc, pour comprendre la croissance économique moderne, il faut se concentrer sur la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Et sa principale affirmation, c'est qu'en plus des inventeurs, il fallait des mécaniciens ingénieux, des artisans, des ingénieurs qui sont capables, en fait, de faire passer de nouvelles idées du plan à l'action. Donc, ce que je veux dire d'emblée, c'est que si vous proposez ces arguments à un public d'historiens, vous risquez d'avoir, qu'est-ce que je fais de mal ici, des critiques. C'est vrai que ces arguments sont très influents, mais on voit, même en histoire de l'économie, qui n'est pas connu pour son radicalisme, disons, on voit qu'il y a des gens qui insistent beaucoup sur le rôle de l'esclavage et l'empire dans l'augmentation de la richesse des nations européennes et surtout de la Grande-Bretagne pendant cette époque. En même temps, ce type d'affirmation, même lorsqu'elles sont formulées par d'éminents historiens de l'économie, sont souvent critiquées pour leur manque de précision sur les mécanismes économiques précis qui lient l'esclavage ou l'empire au développement économique de la Grande-Bretagne et d'autres empires européens. Je ne commencerai donc pas par ces affirmations, mais procéderai de la façon suivante avant de les aborder vers la fin. Donc, la première chose que je veux faire, c'est de porter un regard plus attentif sur ce qu'on veut dire quand on parle de la croissance économique moderne, en termes que je n'utilise pas moi-même, il faut dire. Les dernières estimations de la croissance économique britannique se trouvent dans un effort collectif mené par une équipe d'historiens britanniques, Stephen Broadberry et ses collègues. Au centre de leur analyse se trouve ce graphique dans lequel ils montrent l'évolution du PIB et de la population et surtout la tendance du PIB par habitant. Ce type de graphique est souvent suivi de la comparaison suivante pour souligner des grandes et petites divergences ainsi que la particularité de la croissance de la Grande-Bretagne, surtout à partir de 1750. Il faut dire que pour de nombreux historiens, il semble anachronique de parler du PIB pour une période antérieure à l'invention même du concept du PIB pendant les années 1930. Pour les économistes, en revanche, la principale préoccupation est généralement de savoir où trouver les données nécessaires pour estimer le PIB avant l'élaboration des systèmes de comptabilité nationale. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'imagine, Simon Kuznets et ses collègues du NBER ont joué un rôle central dans l'élaboration du concept et des mesures du PIB dans les années 1930. Et Kuznets lui-même a été un pionnier dans l'application de ces techniques aux périodes historiques qui ont précédé l'essor de la comptabilité du revenu national. En 1966, il a publié un livre intitulé Modern Economic Growth, la croissance économique moderne, utilisant le terme pour décrire l'époque économique de 250 dernières années. Donc, si vous ajoutez 50 ans, vous avez les 3 siècles dont on parle aujourd'hui. C'était une époque, selon lui, qui se distinguait par une augmentation soutenue du PIB par habitant ainsi qu'une population croissante. Et Kuznets a soutenu que l'époque de la croissance économique moderne était caractérisée par le progrès technologique comme la source principale de la croissance économique. Au moment où Kuznets écrivait ces mots, une autre avancée cruciale avait eu lieu dans la recherche sur la croissance économique moderne avec la publication en 1962 de British Economic Growth par Dean et Cole. Et la similitude des titres entre les deux livres que vous voyez ici n'est pas un hasard. Comme vous le voyez, le livre récent de Broadberry et al., dont je viens de parler, commence par un hommage à Dean et Cole pour ce qu'ils ont fait. C'est en réalité le livre de Dean et Cole qui a fourni les premières preuves scientifiques qui suggéraient que les origines de la croissance économique moderne pouvaient être attribuées à la révolution industrielle britannique.
Cela soulève la question de savoir comment ils ont construit leurs estimations, de tracer la route de leur génie statistique. Dans un premier temps, comme on voit dans cette citation, Dean et Cole ont insisté sur le peu de données dont ils disposaient. Ensuite, ils ont identifié ce qu'ils considéraient comme la seule série disponible qu'ils pourraient utiliser. C'est la série qui porte sur les importations et les exportations britanniques. Cela dit, comme vous voyez ici, ils soulignent les défis à combler pour adapter cette série, ou plutôt ces séries, parce que ce sont plusieurs, à leurs besoins. Ils voient quand même que les problèmes sont flagrants. Néanmoins, en s'appuyant sur des méthodes développées par des contemporains à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, ils utilisaient les importations de matières premières comme base pour élaborer des estimations de valeur ajoutée par industrie. Donc ici, vous avez quelques exemples qu'ils donnent de leur façon de procéder, dont le plus simple, c'est peut-être le coton. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Donc, prenez l'exemple du coton. Là, vous voyez une série de colonnes. Mais si vous regardez de très près, dans les notes qui expliquent la provenance des données, vous comprenez rapidement qu'il n'y a qu'une seule série de données qui sont des données véritablement réelles, c'est-à-dire officielles. Et ça, c'est seulement la colonne à gauche. Tout le reste est calculé ou imputé ou interpolé sur la base de cette première colonne, selon des méthodes remarquablement opaques, même pour trouver la valeur des importations dans la deuxième colonne que vous voyez. Il faut des prix, évidemment, vous multipliez le poids par le prix, mais en fait, on n'a pas de série continue des prix pour cette période, pour le coton brut. De plus, pour chaque coton brut, différentes qualités, il y a un prix qui est différent. Donc, il faut savoir alors quelle est la composition des importations en termes de qualité afin d'appliquer le prix qui est lié. Et ça, ils n'ont pas fait. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus... Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'héritage intellectuel de cette approche. Vous retrouvez les estimations de Dean et Cole, parfois adaptées, parfois ajustées, alimentées par d'autres séries, en fait, pour améliorer la qualité des données, mais tout en suivant la même approche, d'essayer d'estimer les matières premières, soit par le biais des importations, ou pour une industrie comme l'industrie de laine, où la Grande-Bretagne dépend beaucoup, en fait, de l'intérieur pour ces matières premières, de compter le nombre de moutons ou quelque chose. Et donc, le principe reste le même. Parfois, les estimations elles-mêmes restent les mêmes, comme vous voyez dans ce livre très influent qui a suivi le livre de Dean et Cole, de la part de quelqu'un récemment décédé, qui est Nick Crafts, qui a beaucoup contribué à cette littérature. Ce que vous voyez, je pense que vous avez vu suffisamment pour poser la question suivante. Comment évaluer cet héritage intellectuel? Parle-t-on d'un héritage intellectuel qui est puissant ou fragile? Les estimations générées par Dean et Cole et leurs ajustements ont joué un rôle énorme dans la façon dont les historiens, les économistes réfléchissent au caractère et aux causes de la croissance économique moderne, mais les fondements sur lesquels reposent ces estimations sont si fragiles et obscurs que certains chercheurs et chercheuses les jugent insatisfaisantes comme base d'une enquête historique sérieuse. De plus, une fois que l'on revient à la principale source de données sur laquelle reposent ces estimations, il devient clair que l'image de changement structurel net et clair, presque inévitable, a été construite en atténuant les traces des turbulences économiques qui caractérisent cette période. Si on regarde les données annuelles sur les importations britanniques de coton brut, pour prendre un exemple, on constate qu'elles se caractérisent par des périodes de progression, de stagnation et même de déclin. Dean et Cole ont considéré cette volatilité comme un obstacle à la recherche sur les origines des croissances économiques modernes et l'ont donc atténuée. Avec le temps, cette volatilité est obfusquée même plus par le fait que les spécialistes de la croissance économique moderne, comme Crafts ou Broadberry, ne donnent que des estimations pour 3 ou 4 ans différents sur une période de 60 ans.
Si nous examinons de plus près la volatilité sous-jacente à ces estimations, il est clair que s'en débarrasser pourrait être une erreur si nous voulons comprendre la nature du développement industriel. Concentrons-nous sur une période qui est considérée comme particulièrement importante de l'histoire de l'industrie cotonnière britannique, celle de 1765 à 1788. Déjà, si l'on ajoute quelques dates cruciales, il devient clair que les données soulèvent plus de questions qu'elles n'en répondent. Le moment des inventions mécaniques ne coïncide pas avec la croissance de l'industrie. Une histoire qui se concentre sur le génie mécanique britannique devient encore plus improbable lorsqu'on compare le cas britannique avec son homologue français. Comme vous voyez, la France est un importateur du coton brut qui est même plus important que la Grande-Bretagne. Et surtout, ce qu'on voit, c'est la courbe, la tendance monte dans exactement la même façon dans les deux pays. Plus généralement, je propose qu'il y aurait plus à gagner dans notre compréhension du développement économique britannique si on confronte la réalité des turbulences économiques plutôt que les atténuants. Il n'y a aucun mystère quant à l'origine de ces turbulences économiques au cours de la période qui a caractérisé la révolution industrielle britannique. Entre la révolution américaine et la guerre américaine, la révolution française, les guerres révolutionnaires, puis les guerres napoléoniennes, il y a eu très très peu d'années que l'on pourrait qualifier de normales pendant la période de 1770 à 1870 à 1820. Ça, c'est le Suisse qui parle. Cependant, c'est une chose de reconnaître les turbulences économiques et de pointer leurs causes. C'est plus difficile d'analyser ces turbulences de manière systématique pour comprendre comment elles ont interagi avec l'activité économique. Lorsque les historiens se chargent de cette tâche, ils se concentrent en grande partie sur la description de ce qui s'est passé, comme le fait par exemple une chercheuse française, Marguerite Martin, qui travaille sur l'indigo. Il y a encore beaucoup de travail à faire à cet égard, même pour comprendre les turbulences économiques de cette période. Mais si nous souhaitons proposer des explications causales des relations entre différents développements économiques, nous avons alors besoin d'une méthode économique pour faire sens des turbulences qu'on voit. Avec un brin d'ironie, je suggère que nous pouvons trouver de l'inspiration en redéployant l'analyse d'un économiste né en Écosse au XVIIIe siècle, pas celui dont vous pensez, une analyse que Dean et Cole ont utilisée comme source principale pour construire la mesure de la valeur ajoutée industrielle. Ils l'ont utilisée pour de bonnes raisons, car cet économiste politique écossais, Patrick Colquhoun, a été un pionnier dans la construction d'une analyse systématique de la valeur ajoutée. C'était un marchand statisticien et économiste politique écossais, un homme avec des fortes convictions économiques et sociales, comme vous voyez dans cette citation. On dirait Marx avant l'heure, sauf que Colquhoun n'est pas un critique, mais un partisan du système économique qu'il décrit ainsi. Et c'est un étudiant et défenseur de l'industrie cotonnière britannique, un lobbyiste si vous voulez. Le 9 avril 1788, il publie un pamphlet avec l'intitulé « An Important Crisis in the Calico and Muslin Factory in Great Britain », dans laquelle il a fait deux constats. Premièrement, l'importance de l'industrie cotonnière, grâce à la valeur économique qu'elle créait pour la Grande-Bretagne, avait rapidement atteint un niveau important. Deuxièmement, l'industrie cotonnière britannique a été confrontée à une crise existentielle qui menaçait, et je cite, près de la moitié du commerce du coton en Grande-Bretagne. Ces deux points sont résumés dans la déclaration retentissante que vous voyez ici, l'augmentation rapide de la manufacture créée, pour ainsi dire, en un instant, et à la fois freinée et menacée de ruine. En documentant l'essor de l'industrie cotonnière britannique, Colquhoun soulignait que pas plus tard qu'en 1781, la laine du coton qui restait dans le pays pour la fabrication ne dépassait pas beaucoup les 5 millions de livres, mais dès 1784, donc 3 ans alors, ces importations avaient plus que doublé. De plus, il explique qu'en 1785, l'expiration du brevet de Sir Richard Arkwright diffusa la connaissance du filage au moyen de machines à eau
et que des moulins furent érigés dans toutes les régions du pays pour filer des chaînes, tandis que les machines à main, les génies pour les trams, ont augmenté en proportion. Colquhoun a estimé l'investissement en capital pour développer cette immense puissance de machine, sa phrase, à 1 million de livres sterling, mais ce qui l'intéressait vraiment était de calculer le nombre de personnes employées et la valeur ajoutée à l'économie britannique. Grâce à la filature d'une telle quantité de coton brut, puis la transformation en tissu fini. C'est pourquoi Dean et Cole se sont intéressés aux pamphlets de Colquhoun et l'ont utilisé comme l'une de leurs principales sources. Et lorsque nous explorons les cahiers de Colquhoun, comme vous le voyez ici en page de ces cahiers, nous trouvons des estimations détaillées du nombre de personnes employées dans toutes les branches de la manufacture du coton et de la masse salariale annuelle. Il montre également des estimations pour des entrées payées, pour la dépréciation des moulins, des dépenses du charbon, des bougies de savon, de l'amidon, des colorants, les profits des manufacturiers, et j'en passe. Ces chiffres correspondent exactement à ceux rapportés par Dean et Cole comme estimation pour l'industrie cotonnière britannique pour 1784 à 86. Mais ce qui est intéressant dans la méthode de Colquhoun n'est pas tant ce qui est similaire que ce qui est différent par rapport à Dean et Cole. En étudiant les pamphlets de Colquhoun et les notes derrière, il devient clair que son analyse de la valeur ajoutée de l'industrie cotonnière en Grande-Bretagne se situe dans une considération beaucoup plus large de la chaîne mondiale de coton. Et ce sont les évolutions dans d'autres activités de cette chaîne qui ont été au centre de l'analyse de Colquhoun de la crise à laquelle est confrontée l'industrie cotonnière britannique. À cet égard, deux évolutions le préoccupent particulièrement, celle qui concerne l'approvisionnement de l'industrie en coton brut et celle liée aux débouchés pour les produits finis. Colquhoun s'inquiète de l'approvisionnement en coton brut puisque plus des 2/3 de tout le coton consommé en Grande-Bretagne sont achetés à l'étranger. Pire encore, près de la moitié du coton brut britannique était fourni par d'autres empires européens et parmi eux, pire encore, la France comme principal fournisseur européen. De plus, la France a joué un rôle particulièrement important dans la fourniture de coton brut de meilleure qualité, exactement celui qui, selon Colquhoun, était crucial pour l'industrie cotonnière britannique pour augmenter sa valeur ajoutée. Nous pouvons évaluer avec davantage de données les informations de Colquhoun et on voit exactement pourquoi il s'est inquiété, parce que ce qu'on voit ici, c'est effectivement l'augmentation du rôle des empires européens en tant que fournisseurs du coton brut en Angleterre. Et ça veut dire qu'on parle des empires comme la France qui dépendent de Saint-Domingue et d'autres Antilles pour ce coton brut produit sur des plantations par des esclaves pour fournir l'industrie cotonnière en Europe. Le fait que la Grande-Bretagne a besoin davantage de coton brut, au-delà de la possibilité de produire de ses propres îles dans cette région, ne veut pas dire que la Grande-Bretagne n'a pas augmenté elle-même la production avec toute l'exploitation humaine que ça implique. Comme vous voyez ici, déjà, il y a un effort extrêmement important pour faire monter la production du coton brut au Jamaïque et d'autres îles, mais ça ne suffit pas pour satisfaire les demandes européennes du coton brut. Outre l'importation du coton brut, Colquhoun s'inquiète également des débouchés pour les produits. Et là, il s'inquiète beaucoup du fait que la compagnie anglaise des Indes importe beaucoup de coton fabriqué en provenance de l'Inde en Grande-Bretagne. Lui, il considère que c'est injuste que cette compagnie a le droit de vendre ses produits en Grande-Bretagne et se plaint en fait de l'impact de ces ventes sur l'industrie manufacturière locale. Encore une fois, on peut aller plus loin, mais nous en avons vu suffisamment pour comprendre ce que je veux tirer comme conclusion. On peut quand même comprendre le risque qu'il voit, la transformation des machines en quelque chose sans valeur, c'était vraiment son inquiétude. Et ce qu'on voit dans l'analyse de Colquhoun, c'est aussi des leçons pour nous. Parce qu'il y a un type de paresse intellectuelle qui règne en histoire économique par rapport à l'adoption des machines.
On se contente souvent de l'hypothèse que ces machines, les machines phares de la révolution industrielle, étaient profitables pour les capitalistes qui les ont adoptées et que cette profitabilité découlait de la nature même des machines en tant que labor saving ou autre. Comme je montre dans mon récent article sur l'adoption des machines à vapeur dans les mines de cuivre en Angleterre, ce type de constat se révèle beaucoup trop simpliste, voire faux, dès qu'on prend au sérieux une analyse des coûts de production et profits que ces machines impliquent. Ce qu'on voit dans le cas du cuivre anglais vaut également de façon plus générale. Les profits qui découlent de l'adoption des machines ne vont pas de soi, quelque chose que Colquhoun a très bien compris. Et toute analyse macroéconomique ou microéconomique sérieuse de la révolution industrielle doit prendre en compte des facteurs économiques qui déterminent si le génie mécanique peut être transformé en valeur économique. Dans le contexte économique dans lequel la Grande-Bretagne et ses rivaux européens ont opéré entre 1760 et 1820, ces déterminants étaient autant mondiaux et continentaux que nationaux. Dans le cas du coton, ils dépendaient directement de la stabilité des empires européens dans les Amériques et de leur capacité à intensifier l'exploitation des esclaves et des terres qu'ils occupaient pour produire des matières premières. Et pour l'industrie cotonnière britannique et sa voisine de l'autre côté de la Manche, cette situation allait bientôt changer radicalement avec les révolutions françaises et haïtiennes. Cela m'amène à quelques remarques en guise de conclusion. On voit dans l'analyse de Colquhoun l'importance qu'il attribue au travail des enfants, par exemple. Pour lui, l'avantage de ce travail était de les transformer de petits êtres dépendants de leur famille aux ouvriers productifs. L'importance de ce type de constat n'est pas seulement de marquer la différence des mœurs entre sa société et la nôtre, mais surtout de voir jusqu'à quel point le système économique qu'on associe avec le génie mécanique allait de pair avec un rôle très important pour l'exploitation des jeunes enfants. Ce n'est pas par un hasard du système, mais une partie intégrale de sa logique économique. On peut constater la même chose pour l'esclavage qui, dans le cas du coton au moins, n'est pas quelque chose qui existe dans l'arrière-plan de l'histoire économique, mais fonctionne comme partie intégrale, encore une fois, du système économique. Même constat pour les empires dont leur étendue et leur stabilité jouent un rôle primordial dans les chaînes d'approvisionnement et l'accès au marché que leurs populations peuvent exploiter, quelque chose que Napoléon a très bien compris, sans jamais réussi à le gérer. Et en toute dernière remarque sur le concept de population qu'on utilise dans nos calculs de PIB par tête, quand on parle des empires européens, la question qui se pose, c'est quelle est la population qu'on doit utiliser en tant que dénominateur. En fait, on divise le PIB de ces économies par quelle population? La population de la métropole, qui est la réaction instinctive de la plupart des historiens de l'économie, ou bien la population de l'empire. Pour l'empire britannique, ça change radicalement la vision qu'on a de la croissance économique moderne en Grande-Bretagne pendant cette période. Merci beaucoup. Merci Marie. Donc une interprétation totalement différente. Joël nous expliquait que c'était la technologie, l'innovation et la capacité à transmettre efficacement des connaissances techniques en les formalisant et en organisant cette transmission. Vous nous expliquez dans votre conclusion de manière brève mais très concentrée qu'on a l'exploitation du travail, l'exploitation des enfants, l'exploitation des esclaves et des colonies qui jouent un rôle tout à fait majeur. Donc on va voir un troisième éclairage avec vous, Pierre Singara-Velou. Vous êtes professeur à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, puis vous enseignez aussi au King's College de Londres. Vous êtes historien, vous avez beaucoup travaillé sur les empires coloniaux, la mondialisation. Vous venez de diriger une somme qui a assemblé des travaux de centaines de chercheurs qui est titré « Colonisation, notre histoire » au Seuil. Et c'est à vous de nous donner votre interprétation. Je dois préciser aussi que vous avez beaucoup travaillé sur un sujet qu'a évoqué Marie, qui est la notion de causalité. Qu'est-ce qui a provoqué? Et évidemment, pour le débat que nous avons ce soir, c'est tout à fait essentiel. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, permettez-moi pour commencer de remercier Pierre-Cyril Aucoeur qui a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit en m'invitant ce soir, puisque je ne suis pas historien de l'économie, encore moins économiste, mais il se trouve que j'ai travaillé, vous l'avez dit, sur l'histoire de la colonisation et
et de la mondialisation. Et donc, de ce point de vue, la question de la croissance m'intéresse et m'a intéressé. Alors, elle m'intéresse d'abord parce que les concepts que nous venons d'évoquer ces dernières minutes, l'idée de révolution industrielle, plus largement l'idée de modernité économique, ont structuré le discours historiographique de l'Occident sur lui-même depuis près de 2 siècles. Ça, c'est la première idée importante pour moi, c'est que la révolution industrielle fait partie de ces grandes catégories de l'entendement historique qui, depuis le milieu du 19e siècle, puisqu'en fait, la révolution industrielle, le concept apparaît, je crois, dans les années 1830, eh bien, avec l'idée de renaissance, avec les Lumières, naturellement, avec aussi l'idée de modernité, eh bien, ce sont des concepts qui structurent ce discours historique de l'Europe sur elle-même depuis maintenant 2 siècles. Ce sont des catégories qui sont très importantes jusqu'à aujourd'hui parce qu'elles permettent précisément de donner du sens à l'histoire. Elles permettent de donner du sens à l'histoire et elles nous permettent, jusqu'à la fin du XXe siècle, disons, parce que depuis quelques décennies, les historiennes et les historiens s'en sont largement affranchis, elles permettent de conférer à l'Europe, puis à l'Occident, à partir du XXe siècle, un rôle, le premier rôle historique, disons-le, un rôle moteur et le rôle d'architecte du devenir historique mondial. Donc ça, c'est quand même le premier point lorsqu'on évoque ces différents concepts. L'idée de révolution industrielle, elle a d'ailleurs été d'emblée, dès les années 1830, même un peu avant même qu'on forge ce concept, mobilisée par les penseurs européens pour distinguer précisément les sociétés civilisées des autres sociétés considérées comme arriérées ou barbares. Ainsi, dès 1820, Jean-Baptiste Say, qui a été cité par le professeur Mokyr, écrit au pasteur Malthus, je le cite, « La perfection de nos outils, monsieur, est liée à la perfection de notre espèce. C'est elle qui établit la différence qu'on observe entre nous et les sauvages des terres australes, qui ont des haches de cailloux et des aiguilles à coudre faites avec des arêtes de poisson. » Donc ce modèle diffusionniste, fondé précisément, entre autres, sur ce concept de la révolution industrielle, eh bien, évidemment, il repose aussi sur l'idée de l'exceptionnalité britannique et plus largement européenne. Ce modèle, il a été profondément renouvelé par de nombreux travaux qui ont été, pour certains, évoqués à l'instant par Mary, et qui s'inscrivent notamment dans ce qu'on appelle l'histoire globale, qui est une espèce d'étiquette très vaste qui recouvre en réalité des courants assez divers. Alors d'abord, peut-être évoquer rapidement plusieurs études qui ont remis en cause l'idée d'une supériorité technique de l'Europe avant l'extrême fin du XVIIIe siècle. On sait que jusqu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle, eh bien, d'abord, les 2 premières puissances économiques mondiales, ce ne sont pas la Grande-Bretagne et la France, ce sont les empires Qing et Moghol. Et c'est précisément l'industrie du sous-continent indien qui domine jusqu'alors, qui domine sans partage, la production textile mondiale. Les cotonnades indiennes, vous les connaissez, qui saturent notamment le marché français et qui attisent la concurrence, qui suscite aussi l'innovation. Mais dans un premier temps, pour les Européens, il ne s'agit pas d'innover, comme on en a parlé jusqu'à maintenant, dans un premier temps, il s'agit d'abord d'espionner, il s'agit de copier. Ainsi, au milieu du XVIIIe siècle, la fameuse manufacture de coton d'Oberkampf, à Jouy-en-Josas, cherche à imiter les tissus indiens. On observe le même phénomène d'imitation en Grande-Bretagne, et par exemple, dans les années 1780, eh bien, on fait venir des tisserands, des fileurs tamouls, donc du sud de l'Inde, notamment de la région de Pondichéry, à Paris, pour perfectionner l'industrie du coton naissante. Alors on retrouve exactement le même processus avec la porcelaine chinoise, qui, elle aussi, inquiète, fascine les élites européennes. Alors la porcelaine chinoise, en fait, c'est une histoire assez ancienne, puisque
Elle inonde le marché européen depuis le XVIIe siècle et les Européens ne parviennent pas à reproduire cette technique qui allie à la fois la solidité, la résistance du matériau et puis la délicatesse avec cette fameuse translucidité. Et c'est grâce, là encore, à l'espionnage, celui du jésuite français François-Xavier d'Entrecolle, au début du XVIIIe siècle, que cette technique jusque-là jalousement gardée par les Chinois permet aux Européens de rivaliser avec les importations en provenance de l'Empire Qing. Et en outre, il faut préciser que ces céramiques qui sont importées depuis la Chine eh bien, étaient de beaucoup moins bonne qualité que les porcelaines qui étaient destinées au marché intérieur chinois. C'est important parce que ça explique pourquoi les collectionneurs européens se réjouissent en 1860 au moment de la Seconde Guerre de l'opium et du sac du Yuan-Menyuan, ce qu'on a appelé le palais d'été. Parce que c'est seulement à ce moment-là que les élites européennes ont pour la première fois accès à la véritable porcelaine de Chine. Et ça n'est pas anodin, ça explique pourquoi dans les grands musées français, au musée du Louvre, au musée Guimet à la fin du XIXe siècle, eh bien, dans les catalogues, parfois même sur les cartels, il est précisé que telle ou telle pièce, tel ou tel vase provient du sac de Pékin en 1860. Cette question des provenances est essentielle à ce moment-là parce qu'elle garantit la haute qualité de ces œuvres, alors qu'aujourd'hui, eh bien, si vous vous promenez au Musée national des arts asiatiques, vous verrez qu'elle a été gommée et qu'on parlera plutôt de l'origine de telle ou telle collection, par exemple la grande collection Grand Didier, qui est celui qui a acheté dans un second temps ces œuvres à l'occasion des ventes aux enchères. Alors ces exemples indiens et chinois révèlent en fait très sérieusement le caractère protéiforme et polycentré de cette industrialisation et remettent par là même en question l'anglocentrisme de l'historiographie traditionnelle. Ainsi, des chercheurs ont préféré parler de révolution industrieuse pour désigner un processus long et lent au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle en Europe et ailleurs, notamment en Inde et en Chine, où les paysans, comme vous le savez, sont devenus des ouvriers en travaillant à domicile, parfois pour des marchés très lointains. Alors sur cette question, la thèse sans doute la plus connue est celle de Kenneth Pomerantz, d'ailleurs que Joël Mocker a, si je me souviens bien, publié dans sa propre collection en 2000. Et selon Pomerantz, eh bien, plusieurs régions en Europe et en Asie possèdent de troublantes similarités au milieu du XVIIIe siècle. En effet, la région du Gujarat, à l'ouest de l'Inde, la plaine du Kanto, au cœur de l'île de Honshu, au Japon, le delta du Yangtze, en Chine, comme le nord de l'Angleterre dont nous avons parlé, ainsi que les Pays-Bas, se caractérisent par à la fois un niveau de développement économique et social comparable, une espérance et un niveau de vie similaire, une hausse de la consommation, une densité de population élevée, un accroissement démographique important, et puis une augmentation de la production et des échanges commerciaux, tout cela dans le cadre d'une économie fortement monétarisée. Alors, ce constat fondamental fait par Kenneth Pomerantz, eh bien, laisse penser qu'il est illusoire de chercher, comme Karl Marx ou Max Weber, les origines de la croissance européenne dans des spécificités très anciennes qui seraient antérieures à l'extrême fin du XVIIIe siècle. En effet, la divergence entre ces trajectoires économiques européennes et asiatiques s'opère en fait assez tardivement, à partir des années 1820 en Inde ou à partir des années 1840 en Chine. En fait, Pomerantz déplace la discussion sur le terrain écologique et prouve que la révolution industrielle n'aurait pas été possible ou eût été de bien moindre ampleur sans l'afflux de matières premières en provenance des colonies. La comparaison ici avec la Chine permet ainsi de comprendre les facteurs de la domination européenne. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, en Europe comme en Asie, le développement économique, mais aussi la croissance démographique, se heurte à un obstacle majeur. La production de bois et la production de fibres textiles semblent trop limitées. Et dans ce contexte, seule la Grande-Bretagne parvient à s'affranchir de cette contrainte en utilisant, c'est la thèse de Pomerantz, le charbon localisé près des grandes villes britanniques et en misant sur la production agricole américaine. Ça a été
évoqué auparavant. Au même moment, le delta du Yangtze n'est pas en mesure d'exploiter les mines de charbon qui se situent dans le nord de l'Empire. En outre, la Chine et la Grande-Bretagne entretiennent des relations très différentes avec leur périphérie, puisque les régions de la zone d'influence de l'Empire du Milieu, notamment les pays tributaires de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, se sont développés principalement grâce à la riziculture et au commerce. En fait, ce sont des formations étatiques des pays qui ont des profils beaucoup trop semblables à la Chine. En revanche, eh bien, l'expansion coloniale européenne, et notamment l'expansion coloniale britannique, autorise la construction d'un système économique fondé sur la complémentarité entre la métropole et les colonies, notamment les sociétés de plantation, mais aussi les colonies d'exploitation et les colonies de peuplement qui deviennent des marchés de consommation importants. Alors, ces possessions coloniales américaines ont accueilli les cultures, notamment du coton, de la canne à sucre, les plus intensives pour les hommes et pour les sols, libérant ainsi en grande partie l'agriculture britannique de ses contraintes. Les colonies apportent donc, selon la thèse de Kenneth Pomerantz, d'innombrables hectares fantômes, des hectares fantômes, c'est-à-dire des terres que la métropole aurait été contrainte de cultiver en l'absence d'empire outre-Atlantique. C'est ainsi que la Grande-Bretagne aurait préservé ses terres et consacré ses capacités de travail au secteur industriel. Donc, Pomerantz a, de cette façon, brillamment renouvelé la réflexion sur le rôle de l'expansion coloniale dans la croissance européenne, une réflexion qui, il faut le dire, avait été tôt menée par les intellectuels et les penseurs issus des colonies, comme le Trinidadien Eric Williams, qui publie dès 1944 son fameux ouvrage « Capitalism and Slavery », où il explique la révolution industrielle britannique par les profits du commerce triangulaire. Alors, si la méthode de Williams a été beaucoup critiquée, il a tout de même inspiré directement ou indirectement de nombreux travaux critiques sur ce sujet, et une des analyses les plus fécondes est sans doute celle de Bouddha Ehmad, qui a eu le mérite de synthétiser lui-même de très nombreux travaux historiques, et qui propose, au fond, pour les historiennes et les historiens notamment, une analyse nuancée de l'impact de la colonisation sur les économies métropolitaines. Il pose la question contrefactuelle suivante. Manchester aurait-elle existé sans Liverpool ? C'est-à-dire, autrement dit, l'industrie britannique aurait-elle pu se développer sans l'apport du commerce colonial ? Et pour répondre à cette question difficile, l'historien économiste Ehmad rappelle que l'expansion économique ne se réduit pas aux conquêtes territoriales et prend des formes très variées. En effet, cette question pose précisément la question de la définition de ce qu'est la colonisation et ce qu'est un empire colonial, avec la nécessité notamment de prendre en considération ce que nous appelons l'empire informel, dont l'étude a été renouvelée récemment notamment par le travail de David Todd et son ouvrage intitulé Velvet Empire, qui montre qu'en France, au milieu du XIXe siècle, cet impérialisme informel pèse autant, voire davantage, que les colonies officiellement possédées par la France. Il faut aussi analyser séparément toutes les dimensions de l'économie coloniale, nous rappelle Bouddha Ehmad. Ainsi, l'approvisionnement en production coloniale joue un rôle moteur, notamment pour le développement de l'industrie cotonnière, mais ces sources d'approvisionnement se diversifient au fur et à mesure au XIXe et au XXe siècle. Parallèlement, les colonies offrent à partir du milieu du XIXe siècle de plus en plus de débouchés pour les productions métropolitaines. Il s'agit toutefois essentiellement d'une poignée de colonies de peuplement, notamment le Canada et l'Australie, dont la population en fait, possède dès l'entre-deux-guerres un niveau de vie qui en fait, dépasse dans certains cas celui de la métropole britannique. Enfin, les profits coloniaux ont été importants dans certains secteurs, mais ils ne représentent globalement qu'une faible part du revenu national. Plus largement, Bouddha Ehmad montre qu'à l'époque contemporaine, le développement des échanges entre l'Europe et ses colonies coïncide non avec des périodes d'essor économique, de croissance économique, mais au contraire avec des périodes de dépression et de protectionnisme. C'est-à-dire, ça coïncide avec la fin du XIXe siècle,
avec les années 30 et avec le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bouddha Ehmad considère donc que le démarrage économique de l'Angleterre aurait eu lieu sans les avantages et les gains générés par la traite négrière, sans le commerce colonial et sans le système esclavagiste des plantations américaines. Manchester aurait existé, nous dit-il, sans Liverpool. Alors finalement, et je terminerai par là, Bouddha Ehmad insiste sur le décalage entre les énormes profits coloniaux au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, ces profits coloniaux et leur impact sur les économies métropolitaines. Souvent, nous rappelle-t-il, et c'est le cas concernant les métaux précieux américains en Espagne et au Portugal, souvent ces richesses sont monopolisées par certains groupes sociaux qui ne les réinvestissent pas dans le développement économique en Europe. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention. Merci Pierre. Troisième ligne d'explication qui complète et en même temps apporte encore de nouveaux éléments par rapport à ce que nous racontait Marie. Maintenant, c'est à Pierre Cyril Hautecoeur d'intervenir. Comme ça a été rappelé, c'est toi qui as organisé cette session. Tu es directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur à l'École d'économie de Paris. Tu es spécialiste, toi, d'économie plutôt monétaire et financière. Tu es aussi par ailleurs chroniqueur chez un concurrent de mon journal, hélas, et président de l'Association française de sciences économiques, présentement, qui regroupe les universitaires d'économie en France, en tout cas nombre d'entre eux. À toi d'apporter un nouveau regard après tout ce qui a déjà été dit. Alors merci Jean-Marc. Vous m'entendez? Oui. Alors, quand j'ai eu le plaisir d'organiser cette session en prenant avantage de la venue de Joe Mekir ici, j'ai d'abord souhaité ne pas lui apporter une discussion complaisante. Je pense qu'il l'aura apprécié. D'autre part, je savais que les trois intervenants dépasseraient leur temps de parole et que par conséquent, s'il devait y avoir un peu de débat, il fallait que je ne parle pas. Et donc, c'est ce que j'ai anticipé. Donc, je vais être extrêmement bref pour laisser la possibilité d'avoir un petit peu de débat. Juste quelques toutes petites remarques. La première, c'est, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, en fait, les économistes, à chaque moment, parlent de la révolution industrielle, ce moment historiographique, en fait, en parlant d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils parlent de ce qui leur semble important au moment où ils écrivent, et ils disent que c'est ça qui a été important dans ce moment crucial. De sorte que nous avons des générations successives d'économistes, les premiers disant « il faut accumuler énormément de capital en investissant énormément ». Ça, c'était la thèse des années 50, au moment où en Europe et aux États-Unis, on accumulait énormément d'investissements. Jamais, au XVIIIe siècle, on n'a ni souhaité ni pu financer des grandes quantités d'investissement, mais néanmoins, on a dit ça. À un autre moment, on a dit « ce qui importe, c'est le commerce international, c'est la mondialisation des échanges, c'est ça qui va permettre le développement économique, et c'est ça qui a lieu au XVIIIe siècle. » À un autre moment, on dit « mais ce qui compte, c'est plutôt la thèse de Joe Mekir, ce qui compte, c'est l'innovation. » Et je vois Philippe Aguillon qui est ici et qui a pris des notes sur des nouveaux arguments à utiliser en ce sens-là. Donc on a chaque fois des générations d'économistes qui ont des thèses, qui ont une pertinence, et souvent plutôt une pertinence pour le présent, qui cherchent à montrer que ça a été le moment clé aussi pour la croissance européenne. Donc voilà, ça remet un petit peu en perspective ce qu'il y a. Bon, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Mary O'Sullivan, c'est aussi la manière d'observer qui est celle d'aujourd'hui, où on mesure le PNB, où on essaie de mesurer la croissance, etc., qu'on plaque sur des époques où ce problème n'était pas le véritable problème, ni des gouvernants, ni même des gouvernés, mais c'est de bonne guerre. À certains égards, on cherche à comprendre les origines de nous-mêmes. Voilà. Alors, quand on a essayé de monter cette session, j'ai souhaité qu'on parle pas seulement de l'Angleterre, mais aussi de l'Europe, et de l'Europe par rapport au reste du monde. C'est comme ça qu'on a trouvé ce titre. Mais vous avez remarqué qu'il y a une tendance forte dans l'historiographie, pas seulement chez nos invités, mais il y a une tendance forte à parler d'abord de l'Angleterre, parce qu'il y a cette
primauté chronologique, en tout cas, de l'Angleterre, selon certains indicateurs, en tout cas. En réalité, une grande partie de ce qu'a dit Joe Mokyr et aussi de ce qu'a dit Mary O'Sullivan s'applique à une grande partie de l'Europe, en tout cas à l'Europe de l'Ouest. L'inventivité des artisans se trouve un peu partout. Peut-être qu'il y en a un petit peu plus en Angleterre, mais en réalité, il y a des travaux qui viennent de paraître encore qui montrent que les artisans français, belges, étaient capables d'appliquer les inventions anglaises immédiatement après qu'elles étaient apparues en Angleterre, et pas forcément en faisant venir des spécialistes anglais. Donc, ce genre de choses, c'est un phénomène européen, avec, selon les domaines, probablement des leaders, des suiveurs, probablement de manière variable selon les activités. Il y a une activité dont on a beaucoup parlé, qui est l'industrie du coton, qui se trouve avoir eu un développement exceptionnel pendant une assez brève période, mais une période d'une quarantaine d'années où elle a vraiment complètement renouvelé la principale industrie, qui était le textile, qui est l'industrie qui, en termes de nombre de gens qui travaillent, était de loin l'industrie la plus importante. Et donc, cette transformation relativement localisée a un effet global important. Si on cherche à comprendre un phénomène européen, c'est par rapport au reste du monde, et tout ce que nous a dit Pierre Sangaravellou, je pense, est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend qu'un des points cruciaux, c'est que cette croissance européenne, elle s'est faite, certains diront, sur le dos du reste du monde, et à tout le moins en construisant une interdépendance étroite avec le reste du monde, et une interdépendance dont il est difficile de ne pas penser qu'elle était hiérarchique, c'est-à-dire qu'elle était organisée par l'Europe, principalement pour l'Europe. Et qu'effectivement, toutes les matières premières de la révolution industrielle sont venues par le commerce. Dans une large mesure, ce sont des commerçants privés qui les ont déplacées, mais elles n'ont existé que parce qu'il y a des planteurs qui les ont développées et qui étaient des Européens, pour une part significative, et aussi parce qu'on a détruit les industries d'une partie des pays colonisés, qui, dans le cas du coton en Inde, existaient, étaient tellement compétitifs que si on ne les détruisait pas, il y avait peu de chances pour qu'on réussisse à leur prendre le marché, au moins avant un temps suffisamment long pour qu'en fait, aucun industriel anglais dans une situation de libre-échange ait jamais eu une chance d'y parvenir. Donc cette situation, cette dépendance du reste du monde envers l'Angleterre, c'est en fait une dimension cruciale. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? Ça a été montré de manière extrêmement élégante par Patrick O'Brien notamment. C'est la construction simultanée de la puissance des finances publiques, notamment de la Navy anglaise, de la marine militaire anglaise qui allait avec la marine marchande et qui lui permettait de se développer, et le contrôle colonial. Et cette accumulation d'une capacité militaire, elle est développée en Europe particulièrement, notamment à travers une série de développements à la fois techniques et institutionnels qui se développent sur du très long terme. C'est-à-dire que, parlant des choses que je connais un peu moins mal, les institutions politiques et financières qui vont permettre cette accumulation de pouvoir, cette concentration des pouvoirs dans les mains d'États comme l'Angleterre peut-être, les Pays-Bas peut-être en premier, qui est un État marchand, qui construit un empire colonial autour d'une compagnie de commerce, qui va être imité en cela par l'Angleterre, et que d'autres pays européens ont tenté d'imiter avec moins de succès, la France en premier, mais qui en avait bien l'intention s'ils avaient pu. C'est une interaction entre un pouvoir politique qui est mis au service d'un projet marchand qui lui-même implique un projet colonial. Et c'est l'interaction de tout ça qui fonctionne, et la capacité à extraire des ressources de son pays, à pressurer les citoyens de leurs revenus, est une condition essentielle pour que ça marche. C'est une construction politique en partie, idéologique en partie,
les Anglais payent plus d'impôts que personne n'en a jamais payé au moment où ils réussissent à l'emporter à la fois sur le plan colonial et sur le plan industriel. Donc, en tout cas, il y a une chose qu'on peut en tirer, c'est que trop d'impôts ne casse pas nécessairement la capacité entrepreneuriale. En tout cas, à l'époque, si on veut plaquer dessus des débats qui existent encore aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour qu'on puisse avoir des questions, et je vous remercie tous. Merci Pierre Cyril. Donc, l'historien de la finance apporte une explication financière à son tour. Bien sûr, crucial. Évidemment crucial et qui compte dans les thèses successives. Nous avons maintenant celle-ci, l'accumulation primitive du capital public, si je puis dire. C'est un peu ironique quand on pense aux lectures suivantes. Donc, 4 lectures. Je n'ai pas vu beaucoup de questions pour l'instant. Je suis un peu inquiet. J'espère que vous allez en poser. Je pense que vont réapparaître les différents modes, enfin le mode par lequel vous pouvez poser vos questions. Alors, je sais bien qu'il y a plusieurs étapes. Enfin, si vous avez une question ou plusieurs, vous devriez pouvoir y arriver. Donc, moi, ce qui m'a frappé, donc, c'est dimension on est parti de la dimension très locale, très anglaise, hein, on pourrait même dire d'une région particulière d'Angleterre, pour aller vers des sources beaucoup plus diversifiées. Très frappé par les fileurs tamouls qu'on faisait venir à Paris dans la première moitié du 19e siècle. Hein. Donc, il n'y avait pas seulement les Anglais qui allaient venir sur le continent, mais on faisait venir aussi des compétences de beaucoup plus loin. Donc, un moment de diversification. Et puis, vous l'avez souligné, Pierre, le fait que le vrai démarrage, il se fait plutôt au 19e siècle et plutôt dans la seconde moitié du 19e siècle. Ça ne se fait pas tout de suite. Donc, il s'est passé des choses tout de même est-ce que c'était une accumulation ? Peut-être, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que la généralisation de cette industrie s'est faite beaucoup plus tard que ce dont vous avez parlé jusqu'à présent ? Qui veut... Pierre d'abord ? Peut-être un mot rapidement pour dire un mot, oui, de ce décalage par rapport à nos représentations cette révolution industrielle qui se serait opérée à l'extrême fin du XVIIIe siècle. On s'aperçoit, notamment lorsqu'on s'intéresse à un objet qui est le symbole, un lieu qui est le symbole en fait de ce moment-là, qui est l'usine. Eh bien, l'usine dite moderne, donc ces grandes filatures mécanisées, comme on se les représente et comme elles existent en fait à Manchester au tout début du 19e, en 1810, elles existent, elles accueillent plusieurs centaines d'ouvriers, mais elles sont en fait très minoritaires. Je crois que la majeure partie quand même de ce qu'on appelle des usines, ce sont des ateliers de petite taille qui sont disséminés dans les villes, dans les campagnes, pendant toute la première moitié du 19e siècle. Et j'irai même plus loin, il y a un certain nombre de travaux qui aujourd'hui nous expliquent que le prototype de cette usine dite moderne, eh bien, il n'est pas né en Angleterre. Il n'est pas né en Europe du Nord-Ouest. Il serait plutôt apparu dans les Amériques et dans les Antilles. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, dans le cadre des sociétés de plantation, donc on a évoqué il y a quelques minutes, de plantation sucrière, où se sont mis en place de véritables usines sucrières. Alors, ça a été documenté par plusieurs travaux. En France, par exemple, Jean-François Géraud y a consacré sa thèse dès 2002 sur l'île Bourbon, l'île de la Réunion, donc actuelle. Et il montre, donc c'est une thèse qui couvre la période 1783-1848, et ce qu'il nous fait découvrir est assez troublant. Il nous montre que dans les années 1830, il y a plus de machines à vapeur à l'île Bourbon que dans n'importe quel département français, de France métropolitaine. Parce que cette industrialisation à l'île Bourbon, eh bien, elle passe par le développement de ces machines à vapeur, des dizaines et des dizaines de machines, à partir du début du 19e siècle. Se met en place donc ce qu'il appelle Géraud un machinisme, mais pas n'importe quel machinisme, un machinisme indigène, nous dit-il, adapté aux conditions, à ce contexte tropical qui va se diffuser un peu partout, à Madagascar, vers la Malaisie, vers le Brésil. On est là au 19e siècle. Et
on est bien avant un certain nombre de grandes usines en France métropolitaine. Voilà, donc pour dire que des travaux aujourd'hui compliquent un peu cette chronologie et cette vision de l'usine qui serait uniquement un pur produit de la Grande-Bretagne, même si on voit bien que entre les sociétés de plantation et la Grande-Bretagne, il y a une forte connexion, naturellement. Merci. Une question, 3 siècles, si on est en 2023, donc 3 siècles, ça fait 1723. Et donc, c'est juste après la découverte du coke à la place du charbon de bois, enfin de l'usage du coke à la place du charbon de bois dans un haut fourneau. Hein, et ça s'est passé en Angleterre, dans la région dont on parlait tout à l'heure. L'importance de la fonte est primordiale dans les constructions, les ponts, mais aussi évidemment la consolidation des mines et puis le transport très vite. Et pour ça, pour cette fabrication, il faut de l'énergie. L'Europe avait de l'eau, de l'énergie hydraulique, de l'électricité hydraulique, du charbon. Ça a été. Et la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas en parler davantage comme moteur d'explication? Peut-être Joël, et peut-être vous pouvez aussi réagir à ce qu'ont dit les autres intervenants. I'm not 100% sure I understand the question, Jean-Marc. Could you? Why you didn't speak about coal and the energy in the? I will speak about energy, if I may just make one little remark about, yeah. Because all my colleagues have been speaking about British colonial, existence as something that's closely connected to the Industrial Revolution. And I just want to make one remark, because this is a debate that I've been having quite a while, and Professor O'Sullivan cited some of the debates I'm having, and nobody in his right mind would, of course, deny that Britain is a colonial power. And nobody in his right mind would deny that Britain is the origin of the Industrial Revolution. The real question is, how exactly are these two connected? And I have read the new Berg-Hudson book, and I know the Heblich and Voss paper. I mean, I've seen all this work. But here are at least 2 points worth making. And that is, first, Britain is not the only colonial power in Europe. Of course, France is a colonial power. In fact, until the revolution came, Saint-Dominique was the most profitable colony that any country had. The Netherlands, the country in which I was born, has a large colony in what is today Indonesia. Of course, Spain and Portugal have colonial empires. Somehow, the British are better able to exploit their colonies than anybody else, but nobody seems to know exactly why. But here's a second issue that's worth talking about. People talked about cotton, and clearly cotton is the one raw material that has to be imported entirely from elsewhere, because it doesn't grow in Britain, unlike, say, wool and coal and all these other things that they were using. Cotton has to be imported. Now, where is the cotton coming from in the Industrial Revolution? So, Professor Sullivan showed us some graphs, but she didn't go in deep into the 19th century. When you look at what's happening after 1790 or after 1800, it's totally clear that the one country that is dominating cotton import is the United States, which, happy to say, is no longer a British colony at the time, but an independent country in which cotton is traded not by colonial power, but basically on a free market kind of basis. Now, she's absolutely right. That free market sometimes creaks, right? So there is the Jeffersonian embargo of 1807. There's the Anglo-American War of 1812-1814. There's the Great Cotton Famine of 1861. So, depending on a different source is risky. But by and large, it worked. And here's something to think about. When it creaks, so the greatest creak is actually happening in 1861-65, the great cotton famine that happens because of the American Civil War. But British ingenuity is capable of actually making up for a large amount of the cotton by starting to re-import cotton from India. Now, the cotton from India and the cotton from America isn't quite the same, so there's a whole wave
of technological progress that has happened in those few years in which Indian cotton becomes processable by British factory, and it works. And that comes sort of to illustrate a point that I learned from my great friend and teacher, Deirdre McCloskey, many years ago. And that is, she has a very nice chapter on the Industrial Revolution written in the 1980s, in which she says a wonderful sentence. She says, the Industrial Revolution was not the age of cotton, it was not the age of iron, it was not the age of steam. It was the age of progress. And progress happens on many fronts, some of which connected to the colonial war, but many are not. I'll give you one example I'm very fond of. That's gaslighting. So in 1799, basically it's sort of a British-French co-invention, long story, but basically gaslighting, turning coal into gas and using it to light first streets, then theaters, then homes. Now this has nothing to do with the colonial empire. It's a major breakthrough, even though maybe its contribution to GDP isn't quite large. Okay? But it's a major breakthrough. Ingenuity is what really counts. And all the other things may well be to a large extent contributory. Some of them, obviously, the causality is in reverse. Now let me say something about energy, because energy is critical. Clearly, the steam engine is one of the greatest inventions of all time. And it really is a great invention of all time. It's because the first time that humans are able to convert thermal energy into kinetic energy, right? So, we learned many years later in the 1850s and 1860s, the two are really equivalent. That's thermodynamic. But people who built the first steam engines didn't know anything about that, okay? They just knew how to build one. And it is clearly a major breakthrough. And yet, its impact on manufacturing is fairly limited until many decades after it was first introduced. And even then, at least as Nicholas Crafts has shown, as late as 1830, most of the horsepower in manufacturing still came from water and wind power. After that, the continuous improvements in engines become such that steam power pushes out the other sources of power until, other forms of fossil fuel starts coming in, like oil, eventually natural gas, and so on and so forth. Okay? So the Industrial Revolution is a revolution of energy. But much of the energy came from traditional sources of energy, particularly water. And here's something interesting, which is not very well known. I have a chapter about it in my book. The watermill, which has been known for 2,000 years, because the Romans used it, gets vastly improved in the 1770s and 1780s by great engineers, such as Smeaton and Rennie, people like that, who built a water engine that is far better than before. And then here in France, at the Polytechnique, there are mathematical engineers who create the water turbine. And so the steam engine is a major source of progress, but the progress is across the board. And, I understand the connection to the global economy, but here's something I'd like to point out to you, Pierre, which is quite striking. I've been interested in Chinese economic development for quite a while. In fact, I'm writing another book about China, but I'm not going to talk about that because then we'll be here until midnight. But here's something worth pointing out. The great scientist who discovered how advanced China was Joseph Needham. He's written all these wonderful volumes, Science and Civilization. So somebody called William Winchester went out and actually counted all the major discoveries and all the major inventions that he lists. It's totally amazing. There is almost nothing after 1400. Okay, so the decline of Chinese ingenuity in most areas starts at some point during either the Yuan or the Ming dynasties. And we know that things that they had, they lost. The capability of building the fantastic ships that Zheng He sailed, up to, let's see, 100 years later, they no longer knew how to make them because the Chinese emperors prohibited it. The clocks that they built in the Song dynasty, particularly the great clock of 1086, by the time the Jesuits show up in China,
They no longer know how to measure time properly. And so there is something about China that starts long before the divergence in GDP that Steve Broadberry and many other people have pointed to. Okay, GDP is the last thing to diverge. Long before that, you see within Europe a dynamism that produces things that are novel. Now, many of them, as you point out quite correctly, are import substitutions, things they learned from the Chinese, from India, and the Europeans, oddly enough, they're very open about that, you know? So what do we call, in English, what do we call porcelain? It's called Chinaware. Basically say, yeah, we got this from China, we don't care. What would they call the cotton? Calicos, okay? They come from a port called Calico in India. Arabic numerals, I mean, whatever you want. Europeans says, yes, we will take good ideas where we can find them, and then we improve upon them. And eventually, the people who created the innovations have to bring them back from Europe in vastly improved form. Sometimes that's pretty ugly, as you pointed out in what happened in India. I want to say something more about energy, and I have more to say about that tomorrow. There is something about fossil fuel that is deeply ironic. Oops, that's deeply ironic. And that is that clearly the use of fossil fuels, first, coal, then oil, and eventually natural gas, and of course in other places, in Ireland, peat, of course, in large quantities. The use of fossil fuel was in many ways a huge step forward. And yet it may well be the biggest mistake mankind has ever made. And sort of in my waning years, after having been a great technological optimist for decades, I'm starting to think that maybe during the Industrial Revolution, if they had known in 1800 what the use of fossil fuel will do, they might have thought about it twice. Maybe that's all. Il y a une question qui est exactement dans la lignée de ce que vous venez de dire, qui est, d'après le matérialisme historique, la croissance est une étape, un âge dans l'histoire de l'humanité. Mais d'après vous, au vu de tous ces facteurs qui ont amené la croissance, elle était à l'évidence inévitable, mais est-ce qu'elle aurait pu prendre une autre forme qui aurait pris en compte les facteurs environnementaux dès le début? C'est-à-dire, au XIXe siècle, si on avait eu ça en tête, est-ce qu'on aurait pu faire les choses très différemment? Well, so I'm a great believer in history as contingency. Things happen as the consequence of actions that had unanticipated, unplanned consequences of emergent properties, as they call them in system theory. I am looking backwards. I think nothing truly critical depended on the use of fossil fuel. Alternative forms of energy, particularly renewable energies, had been used by people all the way until 1712, when Thomas Newcomen installed the first steam engine. And it worked fine. People use horses and oxen and donkeys and mules and wind power and water power. Would economic growth have been slower? Almost certainly, yes. Would have been taken a very different form? Yes. But the externalities that fossil fuel produced, and it didn't start with climate change. One of my colleagues, Walker Hanlon, has just written a couple of brilliant papers in which he showed that air pollution in British cities, burning coal, both for industrial and for home heating purposes, actually shortened lives by a significant amount. And when we're talking, reducing life expectancy 3 or 4 years, that's a lot, ladies and gentlemen. So the use of fossil fuel had tremendous costs, and there are very good illustrations of how markets can malfunction, even when the consequences are known. A fortiori, when they're not known, like climate change. Je crois j'avais été frappé de découvrir tout récemment là, qu'au XIIIe siècle,
il y avait un roi anglais qui avait interdit l'usage du charbon à Londres en raison des émanations. Donc ça avait été identifié très longtemps avant. Pierre ou Marie, comme vous voulez. Marie ? Oui, donc je pense que je vais exprimer une vision qui est un peu différente. Mais ce qui me frappe, en fait, dans ce que Joel vient de dire, c'est que c'est un type d'optimisme par rapport au fonctionnement du système économique. Donc, soit c'est dirigé par des gens qui cherchent à améliorer les technologies, soit c'est dirigé d'une façon ou d'une autre par des gens qui veulent faire augmenter la croissance économique pour nous tous, ou bien ce sont des marchés de façon un peu obscure qui organisent et dirigent. Mais dans ces trois exemples, il y a une logique. Et une logique qu'on peut comprendre comme permettant ou pas d'éviter une machine ou une technologie qui semble être maintenant extrêmement destructrice. Comme moi, je regarde le système économique, pas seulement de l'époque de la révolution industrielle, mais aujourd'hui aussi, je ne vois pas cette logique qui me donne du confort par rapport à l'avenir. Je vois un système, et là, je pense qu'Adam Smith avait raison sur ce point, où les gens cherchent à faire des gains pour eux-mêmes, un certain nombre de gens, et si ça convient, parce que finalement, vous pouvez adopter la machine à vapeur dans des mines de cuivre. C'est vraiment cette transition qui est essentielle parce que c'est le moment où on passe d'une machine qui est exploitée dans des mines de charbon, où le charbon coûte rien, à une machine qui est plus intéressante parce que c'est possible maintenant de payer le charbon pour faire quelque chose avec la machine à vapeur. C'est à ce moment-là que c'est adopté à une échelle très importante. Mais en fait, les conditions sont réunies grâce à la Navy, la marine militaire, en fait, qui veut en fait couvrir en fait les coques des navires et d'autres utilisations comme ça. Pour moi, je vois pas comment on peut, comme société, dans l'économie actuelle, éviter ce type de résultat, parce qu'on contrôle pas finalement ce système qui est dirigé par une logique du profit, une logique du capital qui s'échappe à notre contrôle. Donc ça, pour moi, c'est un système qui peut nous diriger vers, peu importe, quelque chose de complètement destructeur ou bien pas. Et donc, je pense qu'il faut, à mon avis, c'est très important de ne pas donner ce type de logique presque religieuse, en fait, cette économie. La façon dont on parle, c'est comme si on a oublié que l'économie n'est pas dirigée par des moines, en fait, qui cherchent à... Et c'est frappant jusqu'à quel point la discipline d'économie est baignée dans cette notion depuis les franciscains, en fait, de l'âge médiéval. C'est le même type de discours, et je trouve très, très, très problématique. Il y a quelque chose de chaotique, à mon avis, par rapport au système, et l'avenir reste extrêmement imprévisible et largement, je pense, qu'effrayant. Bon. Pierre. Oui, alors peut-être deux remarques sur ce qui vient d'être dit. D'abord sur le rôle de l'innovation et du charbon, des énergies fossiles. Ces dernières années, les historiens ont beaucoup insisté sur pour reprendre une expression de Christopher Bailey, sur l'importance de la domestication de la nature comme condition de possibilité de la dite révolution industrielle, c'est-à-dire la déforestation, c'est-à-dire vous parlez de l'éclairage public. L'éclairage public, c'est d'abord et avant tout au XIXe siècle grâce à l'huile de baleine. L'huile de baleine qui n'est pas, si vous voulez, qui est quelque chose qui est utilisé avant le XIXe siècle et qui est utilisé pendant le XIXe siècle et qui s'intensifie, la pêche à la baleine s'intensifie précisément parce que l'huile de baleine, qui est une ressource dite traditionnelle, est une ressource indispensable à cette dite révolution industrielle, parce que c'est un lubrifiant, parce que c'est un élément pour faire du savon, etc., parce que c'est un élément de l'éclairage public. Et donc, c'est avoir des conséquences, par ailleurs, environnementales très importantes, puisque plusieurs espèces de baleines vont disparaître, les baleines franches du Groenland, etc. Mais c'est pour ça, au passage, qu'on commence à exploiter le pétrole. C'est parce que les baleines, il y en a de oui, moins en moins. Et plus largement, sur cette question des animaux, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant ce que vous disiez sur la nécessité d'articuler innovation et ressources dites traditionnelles. Il y a un ouvrage paru il y a quelques semaines, écrit par François Jarige, qui s'intitule La ronde des bêtes,
moteur animal et fabrique de la modernité. C'est un ouvrage qui est très intéressant, très important dans notre discussion, parce qu'il montre que cette ronde des bêtes, eh bien, c'est le moteur animal qui permet de produire de la force, et notamment ce sont ces bêtes ces animaux qui permettaient d'alimenter en énergie les premières usines, précisément partout en Europe et ailleurs dans le monde. Et ce qu'il nous rappelle, François Jarry, ce qu'il démontre aussi, c'est qu'on n'a jamais autant exploité les animaux qu'au XIXe siècle, que pendant cette révolution industrielle. Ça n'est pas un résidu, ça n'est pas un reliquat. Donc ça marche ensemble. Comme le disait Pierre Cyril, c'est comme les phénomènes d'industrialisation et de désindustrialisation, parfois au même moment, dans différents endroits du monde. Et puis, peut-être autre remarque sur la question que vous posiez sur d'autres futurs possibles du passé, d'autres voies pour l'industrialisation, etc. Ça me fait penser en fait au travail de John Eliot, qui a publié un ouvrage sur les empires atlantiques en comparant l'empire britannique et l'empire espagnol. Et ça nous renvoie aux origines coloniales aux origines coloniales de la révolution industrielle, puisque Eliot nous rappelle que nous, historiennes et historiens, on a l'habitude de considérer les choses en partant des modèles métropolitains. C'est-à-dire, en gros, les Britanniques, les Anglais industrieux ont, en colonisant l'Amérique du Nord, préparé la modernité états-unienne et canadienne. Les Espagnols et les Portugais, paresseux entre guillemets, ont préparé la pauvreté du continent latino-américain en le colonisant. D'accord ? C'est ça le schéma un peu traditionnel de l'historio au XXe siècle. Eh bien, il nous invite à raisonner de manière inverse en imaginant, par une réflexion contrefactuelle, en imaginant ce qui se serait passé si Henri VII avait financé le voyage de Christophe Colomb, Henri VIII avait colonisé le Mexique. Eh bien, au fond, il nous explique que, à ce moment-là, il va très loin, parce qu'il nous explique que ça aurait permis en Angleterre de promouvoir une forme absolue de monarchie. Henri VIII n'aurait pas eu besoin de confisquer les biens des monastères, donc vous voyez bien la conséquence, c'est-à-dire pas de protestantisme en Angleterre, et à contrario, pas un protestantisme qui aurait pu se développer en Espagne, puisque pour Charles Quint, l'Espagne n'aurait plus été un enjeu, puisqu'en fait c'était une région pauvre en métaux précieux. Donc on voit bien comment, en inversant la proposition, évidemment que d'autres formes d'industrialisation sont possibles, et que c'est la meilleure manière de dénaturaliser l'explication culturaliste sur le caractère industrieux, rigoureux, compétent des Britanniques. Pierre Cyril. Oui, alors vous avez deviné que... C'est bon, oui. Vous avez compris que Pierre Zagarello est un spécialiste de ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire l'invention de futurs qui auraient pu advenir, mais qui ne le sont pas. Et il y a une histoire contrefactuelle que moi j'aurais aimé me demander, c'est est-ce qu'il aurait été possible que l'Angleterre fasse la révolution industrielle si elle avait perdu toutes les guerres du XVIIIe siècle au lieu de les gagner? C'est une question pour John Wilkie. Well, I'm not totally sure what it means for England to lose a war, because as an island, it's, it created a problem for Louis XIV and for Napoleon and for Hitler, and the only person who ever succeeded it since William the Conqueror was a Dutchman, but they actually brought him in voluntarily, so that doesn't count. And so, it's not clear what would have happened if Britain had lost the wars. The one war they lost, which is the American Independence War, and that was actually a fairly bad thing for them, and yet it doesn't seem to have made much of an impact on the Industrial Revolution. It's also worth pointing out that for much of the Napoleonic War, certainly until 1810, if not 1812, they were losing.
They weren't winning. They started winning only after Napoleon, you know. I don't want to get into French history here because I get myself into trouble. But you know, it isn't really until, you know, the invasion of Spain and the invasion of Russia that Britain started losing, not so much. We started winning, not so much because they were winning, but because Napoleon was losing. So I don't think so, unless somebody would have successfully invaded Britain and actually, you know, succeeded to overtaking it the way William the Conqueror did. So if the Spanish Armada of 1588 had been successful, which seems actually kind of remote given the incompetence of the Spanish of building that navy, I don't actually see how much difference it would have made, unless, as I said, Napoleon might have perhaps succeeded invading, and then things would have been very different. Had the Spanish Armada succeeded, and I'm coming back to Pierre's sort of counterfactual history, then I think something very different could have happened. Because if a sort of an orthodox reactionary Catholicism would have been established in Britain, instead of the much more liberal and tolerant society that it eventually became, then I can see a Britain sort of under a reactionary Jesuit regime that the Spanish would have presumably installed. That would have been a very different Britain. It would have been Britain without the Scottish Enlightenment, without all kinds of things. So, but, you know, otherwise being an island has helped Britain very much. Now, oddly enough, of course, being an island doesn't help everybody. It doesn't do much for Ireland. So maybe the rule is that you should be an island without a bigger island next door. You know, that's pretty bad. But even if you look at the rest of the world, you know, people have said for Japan, for instance, you know, it's very difficult to invade Japan. Also, America, of course, in the end did. But people said, well, Japan really succeeded because it was protected by being an island. And my answer is, well, it didn't do much for the Philippines. Didn't, you know, and it didn't start doing much for Indonesia until at least the last 10 years. So being an island in and of itself isn't probably a geographical asset at all times. But for Britain, it may have been lucky enough. So I think for it, losing a war is hard. Always remember, you know, that what my high school teacher taught me, which is Britain was willing to fight France until the last drop of German blood. L'Angleterre a perdu une guerre contre la France à la fin du XVIIe siècle et ça lui a sans doute été assez utile pour les institutions qui ont suivi. Marie ? Oui, juste pour, je pense que pour répondre à la question qui était posée, je pense qu'il faut commencer avec la perte de la guerre la plus importante du XVIIIe siècle, qui était effectivement suite à la Révolution américaine. Je pense que c'est l'habitude de la part de la plupart des historiens de la Grande-Bretagne, qui sont majoritairement britanniques eux-mêmes, qui est un gros problème, de passer au-dessus de ces 8 ans, entre 1775 et 1783, comme si c'était un césurat sur une voie qui était déjà définie. Je pense que si on regarde de très près ce qui se passe en fait pendant cette période, on voit en fait la perte très importante des marchés pour des produits industriels et surtout des marchés qui étaient très protégés dans les 13 colonies. Et donc c'est une rupture très importante en fait du commerce de la Grande-Bretagne. Et en fait, pour moi, c'est un des éléments les plus importants qui poussent les Britanniques à se diriger dans d'autres directions, en partie vers l'Inde. Dans un premier temps, vers l'Irlande. En fait, le Premier ministre de la Grande-Bretagne en 1785, devant le Parlement, il dit qu'il faut signer cet accord avec l'Irlande pour unifier les deux composants qui restent de l'Empire britannique affaibli. Ça, c'est la Grande-Bretagne et l'Irlande. Et donc, on dit que c'est un empire global quand même. Mais il y a ce moment entre la guerre américaine et les guerres avec la France, où, en fait, il y a un véritable basculement de cet empire britannique. Donc, pour moi, c'est un moment extrêmement important. Et en fait, c'est une perte de confiance et surtout une perte des marchés protégés qui pousse l'industrie britannique à faire autrement. En plus, en fait, il n'a pas de marché en Europe, parce que la Grande-Bretagne est bloquée de presque tous les marchés européens.
Et donc, je pense qu'on doit faire beaucoup plus d'attention en regardant cette période, parce que si la Grande-Bretagne a perdu une guerre très importante, avec, pour moi, des conséquences très importantes pour la révolution industrielle, en l'occurrence. Je voudrais terminer par une dernière question qui est, apparemment, il n'y a pas beaucoup de consensus absolu, dit l'auteur de la question, sur les moteurs de la croissance des 3 derniers siècles. Est-ce qu'il y a convergence sur les 3 prochaines décennies? Je vais au-delà de ça. Alors, vous avez commencé à répondre un peu, Marie, en disant que c'était assez inquiétant. Mais je voudrais que chacun, à partir de cette réflexion un peu longue, vous avez chacun une idée, une piste sur ce à quoi ça doit nous amener, vers quelle projection ça doit nous amener dans l'avenir. Je sais que c'est un exercice que les historiens n'aiment pas beaucoup faire, mais je vais tout de même vous demander de le faire. Pierre, vous commencez ? Moi, je serais bien incapable, donc je serai très court. Et je dirais que ce qui m'intéresse, moi, c'est que, eu égard à cette translation impérii que j'ai décrit en commençant, c'est-à-dire cette théorie qui structure notre historiographie depuis quasiment l'Antiquité, les chroniqueurs médiévaux, c'est-à-dire l'idée que la civilisation, le principal foyer de civilisation se déplacerait dans l'espace et dans le temps, comme cela, depuis l'Athènes du 5e siècle avant notre ère jusque aujourd'hui la Chine et l'Asie, je dirais qu'en fait on perpétue toujours cette même vision des choses et de l'histoire avec ce miracle chinois. Et donc je n'en dirai pas plus puisque je suis pas du tout spécialiste de l'économie actuelle. Marie, donc vous disiez que vous étiez inquiète, mais au-delà de ça, quelques mots. Oui, de par ma nature, je suis quelqu'un d'assez optimiste, il faut dire, mais quand je regarde vers l'avenir, c'est pas la continuation de la croissance économique, soi-disant croissance économique moderne que je vois, mais c'est la répétition des guerres, des crises. Si on est spécialiste en quelque chose, je pense que c'est plutôt en des choses qui sont mauvaises autant que la croissance économique moderne, en fait, et le progrès, comme Joël a dit, malheureusement. Pierre Cyril. Oui, avec la même limite. Je pense qu'effectivement, une des choses qui sont frappantes aujourd'hui, c'est que, notamment face aux défis climatiques, il y a beaucoup de choses qu'on sait devoir faire et que, manifestement, la plupart des pays du monde ne veulent pas faire. Il y en a qui veulent un peu et qui font quelques efforts. Il y en a qui disent que c'est pas leur job et qu'ils ont souffert des autres et que c'est pas leur moment. Et il y a une possibilité, c'est que les plus riches et les plus puissants juste prennent la place, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de morts et qu'à la fin, les plus forts survivent. Et il y a un certain nombre de gens qui font ce pari que c'est ça qui va se passer. Et il y a une petite chance pour des solutions de coopération internationale à laquelle les économistes, avec leur foi inextinguible dans la capacité des hommes à construire le progrès, essayent de le faire, mais comme leur naïveté a été souvent démontrée, et Mary nous le disait à l'instant, leur foi, quelquefois naïve dans le marché, a conduit à ce que désormais on ne les écoute plus beaucoup, peut-être à raison. Et donc je ne suis pas sûr que ces propositions de coopération soient largement suivies. Joël? Could you rephrase the question, because I was hearing French and English at the same time, and I got totally confused in this Anglo-French linguistic medal. You have spoken extensively about what happened during the 3 last centuries. Which idea does it give you for the next decades, not century? Oh my God! You know, if I may cite the Talmud. The Talmud says that ever since our second temple was destroyed, the art of prophecy was given to the fools. I can recite it in Hebrew too if you like me to. I can cite it in Hebrew, but I won't. But I do want to make one point, which is
I'm often asked this question, and it's really fascinating. So can we have sustained technological progress in a society that is as dominated and as autocratic and as totalitarian as, you know, China and similar countries? And this is something which I've thought a great deal about, because, of course, free market enthusiasts always, you know, from Milton Friedman down, basically say that, you know, capitalism, freedom, and innovation are sort of tied together, and if you don't have one of, you know, if you don't have capitalism and freedom, you don't have innovation. And of course, this can't be entirely true, because we do have seen in history systems in which innovation came down, you know, de haut en bas, you know, from the top down. We've seen this in particularly, I think, in Chinese history, when China is creative and innovative, say all the way through the Han and Tang and Song dynasties, but also in the intermediate between, you know, with the Warring States period. It is the government officials who are doing the invention, and this remains the case in China. In Ming period, except government officials stopped doing this. In Europe, this was never the case. From the very beginning, governments farmed out innovation to the private sector. And it isn't really until the late 19th, early 20th century that you see governments starting to invest in R&D. Until then, it's very hard for me to think of many inventors who were actually government employees. Some of them are sponsored by government, you know, so, by patronage, but it's not government officials. The great philosophers, the great engineers, the great inventors were always private individuals, and as a result, of course, Europe had to invent ways of incentivizing them, and so we have a patent system, we have intellectual property rights. This is all the result of this different system. And the question is, and I don't have a good answer, can we see a completely centralized system of innovation? And the only case which historians have that can really test it is the Soviet Union. In the Soviet Union, innovation was entirely de haut en bas. And the question is, were they a failure? And the answer is, meh, to some extent, but not entirely. You know, I remember as an 11-year-old boy going through the experience of the first Sputnik, and people like John Kenneth Galbraith going around and saying, oh, you know, the Soviet Union is so more creative and so more technologically advanced, they will bury capitalism. And then, of course, a year later, 1958, Yuri Gagarin flies into space, and, you know, all the more so. Well, you know, history has spoken, and it didn't work. Now, this is one observation. One cannot generalize from one observation. Maybe if the people who run the Soviet Union had not been Joseph Stalin and Leonid Brezhnev and everybody in between, things would have turned out to be different. So I don't want to say it cannot be. On the whole, the historical record indicates that free markets with intellectual property rights and a certain amount of, you know, competition guided a little bit, or what some people like to call capitalism, whatever its many faults, and I'm aware of all of them, it does create an atmosphere of progress and creativity that is hard to replicate in planned autocratic economies. And so I don't think that China will necessarily overtake the West, but I'm not sure. Now that's very unsatisfactory, but I told you about the art of prophecy. Vous avez terminé par une question, c'est normal. Juste, moi je retiens, il y a trois choses qui m'ont frappé dans ces échanges. La première, c'est que je savais qu'il y avait beaucoup d'explications de ces 3 siècles de croissance, et je ressors avec encore plus d'explications qu'avant, donc je dois vous remercier. La deuxième, c'est une règle de ces journées de l'économie, c'est que jamais un débat ne se termine ou n'approche à sa fin de la question de la transition. Et je trouve que c'est absolument frappant. Je pense qu'on n'aurait pas du tout le même débat à ce sujet-là il y a 10 ans. Et puis,
Donc ça, c'était la deuxième chose qui m'a frappé. Et comme j'ai oublié la troisième, je peux maintenant vous libérer. Merci à toutes, merci à tous, merci à notre famille.